Bonjour à tous et bienvenue dans ce Face à la presse en forme de bilan de fin d'année pour l'industrie automobile et les nouvelles mobilités. Bonjour Jean-Claude Giraud. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le commissaire général du Mondial de Paris qui s'est achevé sur un succès il y a maintenant un peu plus d'un mois. Alors nous allons en tirer les leçons ensemble, parler également de Mondial Tech qui sera de retour l'an prochain pour Équipe Auto. Et puis en toile de fond, on parlera des menaces qui pèsent sur le secteur automobile pour les mois qui viennent. Les nuages s'accumulent entre les malus, l'autophobie, les taxes, le recul du marché chinois, sans parler du scandale qui touche actuellement le patron de Renault-Nissan et les deux entreprises d'ailleurs, Carlos Ghosn. Pour vous interroger, Pierre de Villeneuve, Europe 1, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Normand, Le Monde, bonjour. Jean-Michel. Christophe Bourou, RTL, bonjour Christophe. Bonsoir. Incontournable, l'affaire Carlos Ghosn. Je ne vous demande pas de jugement sur le fond, hein, mais je sais que vous connaissez la culture japonaise. Est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui subodorent un coup d'État, pour ne pas dire un coup fourré, ou est-ce que vous pensez que finalement ça peut être une affaire comme une autre? Non, vous comprendrez que je ne me prononcerai pas sur cette affaire, bien évidemment, parce que je pense que même ceux qui en parlent beaucoup aujourd'hui n'en connaissent pas le dixième, donc on n'a pas à se prononcer sur une affaire qui se passe. Cette affaire surpris, oui. Ce qui me surprend surtout, c'est effectivement ceux qui se déchaînent contre M. Ghosn aujourd'hui. Donc on voit qu'on a des idoles et subitement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, dont encore une fois, on ne connaît rien. Et les gens, et surtout la presse... Vous trouvez qu'il y a un retournement dans la presse se déchaînent. Bah oui, j'ai vu un certain nombre d'articles assez sévère. Et alors c'est vrai qu'au Japon, il n'y a pas de présomption d'innocence. Oui. Mais en France, il y en a une. Donc voilà, moi, je ne me prononcerai pas ni sur l'affaire. C'est vrai que les Japonais ont un sens de l'honneur un peu développé. Donc si s'est passé quelque chose, ils réagissent. Mais bon. Alors un mot sur les conséquences, parce que pour l'entreprise qui nous concerne en France, Renault bien sûr. Je pense que ça peut être catastrophique encore une fois pour l'image française et l'image de l'industrie automobile, ce qui serait dommage. Heureusement que ce n'est pas arrivé avant le salon de l'auto. Oui, oui. Parce que je pense que ça aurait eu une incidence un peu négative, parce que tout le monde aurait parlé de cette affaire, encore une fois. Oui, comme je viens de le dire, on ne connaissait rien de l'affaire, mais tout le monde en aurait parlé, et ça aurait occulté un peu le succès. J'ai noté, vous avez, dans votre introduction, parlé effectivement du succès du mondial, et je préfère parler effectivement de ça que de l'affaire Ghosn. Vous n'en voulez pas à Carlos Ghosn, même s'il n'était pas forcément le premier concerné, de ne pas avoir installé de stand Nissan cette année au mondial? Non, vous savez que c'est vrai que je regrette toujours quand un constructeur n'est pas là. Voilà. Ouais, je l'ai dit, je me suis exprimé souvent sur ce sujet-là avant le salon. Et pour parler et reprendre votre terme, le succès de cette année, j'espère que ça fera revenir ceux qui avaient encore un doute. Voilà. Alors, 1 068 194 visiteurs. C'est le même chiffre qu'en 2016, avec 5 jours de moins. Oui, on a eu un petit peu moins, petit peu moins, mais très peu, effectivement, et 5 jours de moins. Donc, quand, à l'issue des groupes de travail, et très vite, dans les groupes de travail que j'avais créés avec les exposants, nous avons décidé ensemble de réduire de 5 jours pour être plus conforme à un calendrier international et la durée des salons automobiles dans le monde, et pour éviter une durée trop longue qui entraîne des coûts importants. J'ai pris la décision effectivement de réduire à 11 jours. Je me suis dit, je prends quand même un risque. Parce que 5 jours de moins, mathématiquement, dont un week-end, mathématiquement, ça devait me faire 440 000 visiteurs de moins. Mathématiquement. Alors bien sûr, ça ne se calcule pas comme ça, parce que les passionnés, ils viennent les jours d'ouverture. Mais quand même, c'était prendre un risque qui n'a pas été finalement réalisé. Et en termes de commandes, tous ceux qui ont pris des commandes ou des contacts très chauds pour prendre des commandes dans les jours qu'on suivi ou les semaines qui suivent le mondial, se sont satisfaits. J'ai même un constructeur qui m'a dit, disons, avec le nombre de commandes que nous avons pris, si on l'avait laissé à 16 jours, alors là, on aurait vraiment explosé tous les compteurs, parce qu'on les a déjà explosés au bout de 11 jours. Qu'est-ce qui a le mieux marché, finalement? De quoi êtes-vous le plus heureux? Parce que, je le rappelle, il y avait le mondial de la moto, le mondial de la mobilité, et Mondial Tech. Voilà, on a fait quand même 4 événements en un seul, finalement. Et plus, parce que si on considère aussi le centre d'essai à la Concorde, c'était un autre événement à créer et organiser, ce qui n'était pas facile. Donc, moi, ce qui me satisfait le plus, c'est effectivement le nombre de visiteurs que nous avons eu dans tous ces événements-là, et la satisfaction des exposants.
parce que tous ceux que j'ai rencontrés, et je fais un débriefing très prochainement avec tout le monde, aussi bien le monde de la moto que de l'auto, pour vraiment, presque à chaud encore, me dire ce qui marchait, mais surtout ce qui ne marchait pas, pour être encore meilleur. Donc, quand ils m'ont dit tous qu'ils étaient satisfaits du nombre de visitorat, du nombre de commandes, du temps passé par les visiteurs sur leur stand, et je dirais presque le professionnalisme des visiteurs, parce que il me l'avait déjà signalé il y a 2 ans, mais il y a de moins en moins de curieux, je dirais, ignorants. Et donc ça renforce en plus leur politique de former ces jeunes, hommes ou femmes, qui sont des hôtes et des hôtesses aujourd'hui, qui font vraiment un travail commercial et qui viennent parce que et c'est peut-être là aussi où on pourra peut-être en parler, parce que certains disaient qu'avec la digitalisation les salons sont morts, et moi je disais l'inverse, c'est-à-dire qu'au contraire la digitalisation permet de mieux préparer sa visite, de mieux préparer sa future commande, et d'aller donc ponctuellement à ce qu'on veut atteindre. Et ça apparemment ça l'a été. Sur une petite assise sur les hôtesses et sur les stewards, je ne sais pas si on dit les stewards d'ailleurs, si ce sont des hommes ou des hôtes, on a vu une sorte de lissage, d'apaisement. Il y a eu une polémique il y a 2 ans sur certaines marques qui exposait, j'allais dire presque, la nudité de certaines hôtesses. Là-dessus, vous avez été très vigilant ? Ouais, c'est fini ça, c'est fini, parce que bon, c'est plus l'époque. C'est plus l'époque. Non, c'est plus l'époque, je pense pas. Alors, il y a des salons. Je suis allé au salon de la moto à Milan. C'est l'inverse. C'est un peu l'inverse. C'est pas MeToo. Mais bon, et il y a un constructeur d'ailleurs à Milan qui a habillé ses hôtesses tout à fait normalement, avec un t-shirt et un jean, donc tout à fait banal, je dirais. Et c'est les hôtesses qui ont reproché à ce constructeur, tout au moins au directeur marketing qui s'occupait du stand, en disant « Ouais, mais nous, alors, par rapport à nos collègues filles des autres stands, on est quand même, nous, donc c'est elle qui demandait, ça m'a surprise, que c'est ces jeunes filles qui demandaient justement d'être un peu plus dévêtues. Mais bon, moi, c'est pas le cas à Paris, c'était pas le cas il y a 2 ans, déjà, parce que j'avais eu des jeunes polémiques. Certaines marques italiennes, pour pas les citer. Oui, et surtout, et là où je dirais, surtout pour les journées presse, parce que ça attire beaucoup de journalistes et les objectifs. Donc il y a beaucoup de photos et de films qui sont pris, mais pendant la durée publique, donc la durée de travail pour les visiteurs, il n'y en avait déjà pas il y a 2 ans, à Paris en tout cas. Christophe. Jean-Claude Giraud, est-ce qu'il n'y a pas un salon de trop en Europe ? On a Francfort, qui alterne avec Paris, et puis on a Genève. On a le sentiment notamment que 3 déjà salons en Europe, c'est beaucoup, et que lorsqu'on va à Francfort, finalement, quand on n'est pas allemand, on n'a pas une visibilité qu'on peut avoir sur les autres salons. Alors, est-ce que vous dites aujourd'hui, fort de notre succès, allez, on va booster notre salon et puis Francfort va disparaître ou va devenir un salon entre guillemets allemand comme le salon de Tokyo est devenu un salon japonais. Est-ce que pour vous, c'est... Certains de vos confrères, je ne sais même pas si c'est pas vous d'ailleurs, qui m'avaient dit à l'issue de Francfort l'année dernière que ça devient effectivement un salon régional allemand. C'est un journaliste qui me l'a dit. Bon, c'est peut-être vrai. Nous, on n'est pas en concurrence avec Francfort, en fait, parce qu'en alternance, une année sur 2, nous sommes 2 pays phares de l'Europe, et encore plus dans le domaine automobile. Les constructeurs ont assez d'argent aujourd'hui pour faire plusieurs salons ? Une année sur 2, c'est-à-dire que chaque année, un grand salon en Europe, ça ne me choque pas. Parce qu'il y a Genève qui s'intercale. Et voilà, donc Genève, c'est en mars, c'est tous les ans, donc il fait de la concurrence et à Francfort et à Paris, dans un pays où il n'y a pas d'industrie automobile, il n'y a pas d'emploi dans l'automobile, etc. Donc on peut se poser des questions. Mais ce sont des concurrents et néanmoins des collègues, et que le meilleur gagne, je dirais. Donc c'est pour ça qu'on a innové, nous, cette année, pour redonner un dynamisme à notre mondial de Paris, qui a la cote quand même. Je peux vous dire, quand j'ai fait les conférences de presse dans les pays étrangers, et surtout asiatiques, quand je parle du mondial de Paris... Oui, parce que c'est Paris aussi. Voilà, la Tour Eiffel, Paris, le Moulin Rouge. Paris, c'est pas Genève, Paris, c'est pas Francfort, parce que nos visiteurs ou les journalistes qui viennent, eh bien, ils profitent de Paris. C'est pour ça que j'étais très heureux d'avoir obtenu la place de la Concorde aussi pour faire ce centre d'essai, parce qu'il n'y a qu'une place de la Concorde dans le monde. Donc ça avait de l'importance pour notre salon, pour Paris et pour la France. Jean-Michel. Monsieur Giraud, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à faire un peu ce que fait le salon de Genève, c'est-à-dire de vous intéresser davantage un peu aux marges, si j'ose dire, de l'industrie automobile ? Je veux dire, tous ces
petits constructeurs, c'est même ces tout petits constructeurs qui sont quasiment artisanaux et qui se développent de plus en plus. Maintenant, on voit des prototypes, on voit des choses très amusantes, très intéressantes, notamment à Genève. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à ouvrir davantage le Salon de Paris à ces petits exposants qui font un peu tout le sel d'un certain nombre de salons? Pour moi, il n'y a pas de petits exposants ou grands exposants. Bien sûr, les grandes marques, c'est important qu'ils soient là. Moins de moyens que les autres. Mais les petits, c'est vrai qu'ils ont moins de moyens. Donc, ça a été vrai aussi pour la moto, qui n'a pas les mêmes moyens que l'auto. Donc, on a des réflexions aussi, parce que la durée, c'était important aussi pour la moto. Si j'avais fait 400 000 entrées, je crois. Si j'avais fait 7 jours pour la moto, ils ne seraient pas venus. Ouais. Et 11 jours, pour certains accessoiristes, pas les grands constructeurs, mais pour certains accessoiristes, c'est très long, 11 jours. Donc, il faut réfléchir à un autre système pour justement attirer. Et vous avez tout à fait raison. Moi, tout le monde est bienvenu. Donc, les préparateurs, etc., s'ils veulent venir à Paris, je les incite à venir et on trouvera une solution pour qu'ils viennent. Ouais. Mais vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous avez fait une croix sur les absents ou est-ce que vous vous dites Volvo reviendra Volvo et les autres? Certains vous l'ont dit d'ailleurs. D'eux-mêmes. Oui. D'après ce que j'écoute, certains ne viendront pas. Certaines marques que vous avez citées là ont dit que même à Los Angeles la semaine prochaine, ils n'exposeront pas de véhicules, qu'ils n'iront pas à Genève. Oui, Volvo ne fait pratiquement il y a certains grands constructeurs qui ont dit qu'ils n'iraient pas à Détroit en janvier 2019. Donc on voit que ça se propage, que certains ne vont plus dans les salons. C'est vrai qu'il y a une différenciation aussi entre les maisons mères, souvent de ces gros groupes étrangers, et le réseau français. Parce que je peux vous dire que tous les réseaux français des marques absentes, ils sont tous catastrophés de ne pas être au Salon de Paris. Parce que pour eux, c'est quand même une perte de ne pas avoir ce contact, et c'est ce que permet un grand salon, d'avoir ce contact avec son visitorat, de contact avec la presse. On a encore eu plus de 10 000 journalistes cette année. Donc, plus qu'il y a 2 ans. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Et surtout plus, plus de fréquences physiques, mais très légèrement, 400 un peu plus de journalistes, mais surtout des journalistes des pays surtout asiatiques, qui ont relayé beaucoup nos différents communiqués de presse que nous avons fait pendant 2 ans pratiquement. On a fait quand même beaucoup de communiqués de presse pour annoncer les nouveautés du mondial, etc. Et ça a été repris. Et pendant le salon, on a eu beaucoup de reprises de journalistes qui ne sont pas venus physiquement, mais qui suivaient le mondial par les réseaux sociaux et par notre site web. Monsieur Giraud. Et juste aussi, il y a un constructeur qui a envoyé quand même un tweet qui était fabuleux, en disant en anglais, mais en envoyant sur les réseaux sociaux, ce salon de Paris est magnifique, cette édition est magnifique, nous avons pris beaucoup de commandes, plus de commandes qu'en 2016 encore, nous remercions. Et il citait les marques qui n'étaient pas là, et il finissait « We love your customers ». J'ai trouvé ça fantastique de la part de nos clients. Voilà, nous aimons vos clients. Oui. Bon, voilà. Donc ça prouve qu'il vaut mieux quand même qu'un constructeur soit là, mais encore une fois, je l'ai dit souvent, je respecte les décisions stratégiques de chacun des constructeurs. À propos de clients, vous allez me dire que c'est tout le monde, mais qui est-ce qui vient au Mondial de l'automobile? C'est quoi le profil des visiteurs? J'imagine, mais je me trompe peut-être, très masculin. Est-ce que c'est plutôt des catégories socio-professionnelles moyennes, supérieures? Alors, c'est quoi le profil? Il y a tout, et nous avons fait une enquête par le CSA avant le mondial, qui est sortie avant le mondial. C'était déjà, je vais vous donner simplement 2 chiffres intéressants. Il disait que 88% des Français connaissent le mondial de Paris. Alors, peut-être pas avec toutes les nouveautés qu'on a fait, mais 88% connaissaient le Salon de Paris, qui est quand même, je le rappelle, le plus vieux salon au monde de l'automobile, et qui est toujours le premier en termes de visitorat. Donc 88% connaissent le Salon de Paris, et 33% rêvent d'y aller s'ils en avaient la possibilité. C'est plutôt donc des 33% femmes, des Français, ça me satisferait bien. On n'aurait pas la place pour les accueillir tous. Et pour répondre précisément à votre question, et encore plus cette année, et c'est ce qu'on voulait. Alors, je ne sais pas si c'est les actions que nous avons fait qui ont attiré plus, mais beaucoup de jeunes, énormément de jeunes, alors qu'on dit on m'a dit encore. Jeunes, c'est quel âge? Des jeunes qui sont en phase de passer le permis ou même avant. Et aussi, je profite qu'on parle des jeunes, nous avons eu quand même près de 20 000 jeunes collégiens, parce qu'on invite les collégiens à venir pour découvrir l'industrie automobile dans son ensemble. Quand je parle d'industrie automobile, donc c'est les constructeurs, les équipementiers, bref, toutes les professions qu'on peut trouver et l'apprentissage qu'on peut avoir dans notre industrie. Et 20 000 jeunes qui sont venus donc en
encadrés par leur collège, mais pour s'intéresser à notre filière, à notre industrie. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et j'ai vu beaucoup de femmes. Alors, on a fait quelques événements aussi pour montrer que les femmes sont déjà dans l'industrie automobile. Je fais référence à Mondial Women du jeudi soir, à Mondial Tech, où on a fait parler des femmes de tout âge et de toute profession et responsabilité dans l'entreprise. Donc aussi bien une grande chef d'entreprise, tout au moins d'une marque, qui s'appelle Madame Linda Jackson, donc patronne de Citroën, mais on avait aussi une commerciale de chez un concessionnaire, on avait une femme pilote moto, donc pour qu'elles expliquent à d'autres femmes, parce que la grande majorité du public présent était des femmes, mais c'était relayé sur le site web, donc c'était vu de très nombreuses fois par toutes les catégories, mais qui nous expliquaient pourquoi elles avaient choisi un métier dans l'industrie automobile, pourquoi elles se passionnaient. Et certaines nous ont dit, au départ, à la fin de mes études, j'avais aucune idée de me lancer dans l'industrie automobile, c'est un hasard, mais maintenant je suis passionné. Et j'ai constaté d'ailleurs que cette formulation Mondial Women a été reprise par d'autres salons qui vont se passer dans les mois qui vont venir et qui reprennent un peu ce thème. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable le salon? Parce que vous parlez beaucoup d'entrées, 1 million, ce que ça coûte pour les constructeurs, mais vous, est-ce que vous y retrouvez? Est-ce qu'aujourd'hui, oui, c'est rentable? Oui, c'est rentable. Oui. De quel ordre? Il faut. Moi, je suis pas. C'est ce que je disais toujours quand beaucoup de gens veulent de gratuité, même des constructeurs, en me disant ça, puisqu'on plus tant de surface, ça doit être gratuit, ça doit être gratuit. Moi, je suis pas une ONG. Donc, il y a du commerce et ceux qui viennent, ils font beaucoup de commerce. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont pris beaucoup de commandes, donc ça génère du business. Donc, moi, je suis pas une ONG. Je paye cher la location de l'endroit, de Versailles. Avec mes amis de Viparis. C'est qui d'ailleurs, la porte de Versailles? C'est Viparis qui. Et donc, Viparis, c'est. Donc Viparis, ça appartient à Unibail et à la CCI, le port de Versailles. Donc, mais c'est Unibail. Donc eux aussi, ils sont pas une ONG. Donc ça doit générer du business. Sinon, on ne pourrait plus exister. Mais c'est par les entrées ou par exemple par tout ce qui est à côté? C'est un ensemble, bien sûr. Les sandwichs consommés, etc. Ça c'est. Non, parce que là, je suis pas pizzaïolo encore. Ouais. Donc, mais on a quand même des. Vous avez pu réduire un peu les coûts parce que beaucoup d'exposants se plaignaient justement des coûts induits de l'électricité, des branchements, de la mise en place des conférences de presse. Ils disaient que c'était beaucoup trop cher. Vous avez pu un petit peu tirer les prix vers le bas? Déjà, nous-mêmes, on a réduit nos prix. On a diminué nos prix. Et, par exemple, cette année, on a instauré un prix à la surface retenue. C'est normal, quand vous achetez en quantité, vous avez une petite réduction. Donc, celui qui achetait un grand stand, ils avaient un prix au mètre carré inférieur. Mais ça représente quand même une belle somme d'argent. On a essayé de rentabiliser un peu tout ça. Et Viparis a aussi fait des efforts parce que tout ce qui est électrique, tout ce qui est branchement lumineux, c'est traité directement par l'exposant avec Viparis. Ce qui est aussi un problème d'ailleurs, parce que je préférais qu'on maîtrise tout et qu'on négocie. Mais là, parce qu'on annonce un prix à nos exposants et après il faut qu'ils le renégocient aussi avec Viparis. Donc, bon, mais ça pourra s'arranger. Une question à double tranchant, Monsieur Giraud. Mon katana dans la Oui, non, mais de toute façon, c'est ça aussi. Est-ce que sans le fléau de l'autophobie, vous auriez fait plus d'entrées? Et qu'est-ce que vous dites aux autophobes? Alors, autophobes, ça dépend si c'est les autophobes qui peuvent être des visiteurs ou si les autophobes qui sont politiques. S'ils sont aux politiques, je leur dis clairement, arrêtons l'autophobie, ou alors il faut faire une croix sur l'industrie automobile française et pas se plaindre que le taux de chômage augmente. Donc quand on est responsable politique, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et l'automobile existe depuis longtemps en France. Les constructeurs font tous des efforts parce que tout le monde est soucieux de l'environnement. Donc quand on les a envoyés sur la piste du diesel, avec les normes qui existaient, ils ont fait des grands efforts. Et Euro 6 aujourd'hui, à part quelques tricheries qu'il y a pu y avoir, mais c'est pas mon problème. Enfin c'est pas mon problème, c'est pas mon sujet. Mais aujourd'hui Euro 6 diesel,
bon, c'est quand même plus propre qu'un diesel de 25 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quand même des mesures qui ont été prises pour nous laisser. Mais ça, c'est inaudible. Ça, c'est inaudible. C'est ça qui est terrible. Mais voilà. Et ce qui est grave, surtout pour les constructeurs étrangers et pour les pays étrangers, parce que cette année, je ne l'ai pas eu, la réflexion. Mais il y a 2 ans, j'ai eu la réflexion d'étrangers qui me disent, mais pourquoi venir à Paris, même si on sait que c'est le plus grand salon au monde automobile, et c'est Paris, mais pourquoi venir dans une ville autophobe ? Et ça m'avait été balancé plusieurs fois par des étrangers. Et c'est pour ça que ça m'a agacé. Ça m'a agacé parce que c'est ce que je dis à tous les politiques, donc aussi bien département, ville, d'abord ville, région et gouvernement. J'ai attention à ce que vous dites quand même. Je me permets de leur lire parce que il y a toute une industrie derrière et des emplois. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Et les constructeurs, tous les constructeurs français et étrangers prouvent à ces politiques que tout le monde fait des efforts. Tout le monde maintenant se lance sur l'électrique, sur l'hydrogène, etc. Mais il faut laisser du temps au temps pour les industriels. Et M. Ghosn lui-même, lors de Tomorrow in Motion, où il est intervenu, il a répondu à une question et il dit nous sommes industriels et on suit finalement les décisions politiques. Mais laissez-nous le temps de nous adapter à ces décisions politiques. Quelles sont vos relations justement avec Anne Hidalgo? Apaisées? Elles sont très bonnes aujourd'hui, elles sont très bonnes. Elle vous a offert le circuit pour la parade, déjà. Enfin, offert. Enfin, offert, oui. mais quand, après un aller-retour avec son cabinet, ses maires adjoints, lorsque nous a donné le feu vert, j'ai dit, c'est fabuleux, parce que quand j'avais annoncé que je voulais faire une parade d'abord pour fêter les 120 ans, et puis un centre d'essai de véhicules propres, ce qui prouve que les constructeurs, ce que je viens de dire, les constructeurs ont tous des véhicules propres, et à la Concorde, certains m'avaient dit, mais t'es un peu fou parce que tu l'auras jamais. Et Madame Hidalgo Paris n'est donc pas autophobe. L'année prochaine, elle a un certain nombre de positions qu'on peut discuter, mais c'est pas là aussi mon sujet. J'ai dit ce que je pensais en direct. Mais cette année, elle m'a autorisé, et la préfecture de police aussi, m'a autorisé donc de faire cette manifestation pacifique de démonstration de voitures propres à Paris. Elle est venue à Tomorrow in Motion, à une table ronde, de venir donner sa position, et elle est revenue à l'inauguration, justement c'est à la Concorde. L'année prochaine, la cour carrée du Louvre. Donc je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout, elle est venue 3 fois au Mondial de l'Auto. Ouais. Donc je trouve que c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais dit que c'est pas normal que la maire de Paris ne vienne pas au centre de l'Auto. Mais là, elle est venue 3 fois, elle a montré sa bonne volonté. On a d'excellents rapports aujourd'hui. Ça prouve qu'entre gens intelligents, on peut se comprendre et changer de position. Mais alors, en bon défenseur de l'automobile en général, est-ce que vous n'avez pas un gilet jaune caché quelque part? Autrement dit, comment est-ce que vous vous situez par rapport aux taxes là, qui arrivent à nouveau en janvier, ces fameuses taxes qui sont au cœur de... D'abord, je suis contribuable de ce que nous sommes en train de vivre. Vous, comme tous les Français. Donc, quand on touche au portefeuille, c'est vrai que les Français, c'est pareil, c'est... Pour l'environnement, tout le monde est dans l'environnement. Et quand on vous dit, ah oui, mais pour la planète verte, dans 40 ans, pour vos enfants et petits-enfants, ça va vous coûter tant par mois, là, les gens sont moins tournés vers l'environnement. Vous dites qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut quand même améliorer cet environnement, c'est sûr. Maintenant, taxe sur taxe, parce que j'ai pas les chiffres en tête là, mais l'automobile, en général, y compris les poids lourds, etc., enfin tout ce qui roule sur nos routes, rapporte énormément à l'État quand même déjà. Hein, déjà, quand vous achetez une voiture, vous avez déjà la TVA. Boum, la TVA. Après, sur l'assurance, vous payez aussi des impôts. Vous payez sur les carburants. À chaque fois que vous faites réparer votre voiture, vous avez aussi de la TVA. Donc, le chiffre global qui est dépensé par les automobilistes ou les professionnels, parce que les professionnels payent aussi beaucoup. Je pense mes amis qui sont transporteurs routiers ou les cars et bus. Donc, tout ce monde de ce qui roule dépense déjà beaucoup. Et ce qu'il reproche, c'est que peu retournent à la route. Mais ce que vous dites, le gouvernement a raison de ne pas céder, c'est-à-dire de ne pas baisser les taxes ou de ne pas annuler les taxes prévues en janvier. Parce que là, le rendez-vous... Là, c'est une décision politique que je ne prendrai pas, mais par ma formation, je n'aime pas le désordre. Donc... Je suis un peu choqué que des gens, du jour au lendemain, prennent la décision de vous bloquer, vous et moi, alors qu'on est dans le même bain.
parce qu'on subit les mêmes choses. Et on en arrive à ce qu'on a vu ces jours-ci. Ça de tout temps. Ça peut être grave. Pour les cheminots, donc c'est un peu, c'est pas ma conception du vivre ensemble. Emmanuel Macron sur Europe 1 a déclaré lors d'une longue interview dans la matinale qu'il aimait la voiture. C'est bien la première fois que j'entendais le chef de l'État parler déjà de voiture et en disant qu'il aimait conduire, que maintenant dorénavant on lui permettait plus parce qu'il était à l'arrière et que c'était les VO, ce qu'on appelle les voyages officiels, c'est-à-dire les gardes du corps qui conduisaient à sa place. Comment lui qui est venu longtemps, cette visite a duré longtemps au Mondial de l'automobile, comment est-ce que vous l'avez coupé les stands, comment vous l'avez perçu? Non, je pense qu'il aime l'automobile, effectivement, et c'est ce que je lui ai dit quand il est parti, après l'inauguration, c'est qu'il a quand même passé moins de temps, et c'est normal en tant que président de la République, il a quand même passé moins de temps qu'il y a 2 ans, il y a 4 ans, parce que quand il était ministre en 2014, il a passé 6 heures au salon. Il y a 2 ans, il n'était plus rien politiquement, on sentait, et je lui avais dit, on sentait qu'il rentrait en campagne, mais il n'avait plus de fonction officielle, il est resté 8 heures, donc on ne reste pas 8 heures en salon si on n'aime pas la voiture, même si on est en période de campagne ou quelque chose. Donc il aime la voiture et il a organisé ce dîner à l'Élysée la veille de l'ouverture, enfin le soir de Tomorrow in Motion à l'Élysée avec les grands patrons d'automobile. Donc c'est un grand signe, c'est la première fois que ça se faisait. Là aussi, quand j'ai dit que j'allais proposer au président de la République d'organiser ça, certains m'ont dit mais non. Proposer ça au président de la République, certains m'ont même dit on n'a pas besoin de toi pour rencontrer le président de la République. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir un dîner avec les grands patrons qui viennent à Paris pour exposer leurs nouveaux modèles et de faire un dîner sur le thème d'automobile à l'Élysée. Ça s'est jamais fait nulle part au monde. Dans le prolongement de ni ce à Francfort, ni à Genève ou ni en Asie. Jean-Claude Giraud, dans le prolongement de ce que je disais, est-ce que lui fait partie des politiques autophobes ou pas du tout? Ah non, je pense pas qu'il soit autophobe. Il est autophile alors? Ou non plus? Je pense pas que ce soit sa préoccupation première, sauf peut-être en ce moment. Mais non. Pour moi, parce que toutes les questions qu'il a posées, aussi bien au dîner que pendant sa visite, ou même les 2 visites précédentes que je viens de citer, je veux dire qu'il pose des questions très pertinentes. Ah bon? Mais quoi, des questions techniques? Combien de soupapes dans ce moteur? Est-ce que je peux avoir le toit ouvrant? Il connaît bien et l'industrie automobile et le monde de la voiture. Donc c'est bien, et qu'un président de la République à l'occasion du Salon de Paris fasse un dîner à l'Élysée, c'est encore une fois, je vous dis, c'est fabuleux parce que ça s'est jamais fait dans le monde. Et je rajouterais, elle me permettra de le dire, parce que tout à l'heure on parlait de Madame Hidalgo, elle m'a quand même dit qu'elle aimait la bagnole. Jean-Paul Giraud, on a l'impression que tous les événements du salon se font en dehors du salon. C'est-à-dire que place de la Concorde, le dîner à l'Élysée, on a l'impression que dans le salon, il se passe... c'est très conventionnel d'une certaine façon. Il y a quelques années, il y avait comme des... Alors c'est vrai qu'il y a Internet qui dévoile les modèles avant, mais est-ce que finalement, il ne faut pas réfléchir à une attractivité, je ne sais pas sous quelle forme, mais dans le salon en lui-même? Parce qu'on a l'impression que ça essaime tout autour. C'est pour ça que dans le cadre du Mondial de l'Auto, on a fait Mondial Limited, ce stand construit par l'organisateur pour attirer les marques de luxe. Vous avez quand même les marques de luxe qu'on avait. Là, j'ai vu un titre qu'à un certain salon, il va y avoir la Divo. Bah oui, elle était à Paris, au centre de Paris. Bugatti. C'était la Bugatti. C'est la première fois qu'elle venait à un salon. Parce qu'elle avait été présentée à Goodwood, mais c'est la première fois qu'elle venait à un salon. Et elle est venue à Paris. Ou Lego. Elle était en Lego. Mais c'était la Chiron qui était en Lego. Donc, en fait, il y avait 3 Bugatti. Il y avait la Divo, la Chiron et la Chiron en Lego. Des marques de luxe qui sont venues à Paris grâce à Mondial Limited. Donc, on a bougé. Des constructeurs qui vont dans le sens que nous pensons ensemble, c'est-à-dire faire des stands qui soient plus accueillants, plus entertainment, etc., des simples surfaces où il y a des voitures exposées. Beaucoup de constructeurs vont dans ce sens-là aussi, donc pour donner de l'animation et donner... Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à densifier un petit peu ce salon où il y a beaucoup de choses, mais il faut quand même faire beaucoup de kilomètres pour les découvrir? Et est-ce que vous n'auriez pas, dans le hall 1, on avait parfois l'impression que ça manquait un petit peu de densité? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas réduire globalement le... Non, mais décidément, les journalistes, vous n'aimez pas faire de la marche à pied, parce qu'à chaque fois, on me dit, c'est bien Genève, parce que effectivement, on ne marche pas. Donc, il faut faire le sport, c'est meilleur pour la santé. Tout à l'heure, on parlait pour l'environnement, la marche à pied est très bon. Donc,
Mais pourquoi réduire un salon de Paris? Donc, au contraire, j'ai fait d'autres événements pour justement répondre à la question de M. Bourou, c'est-à-dire Mondial Tech, on a élargi, on fait plus qu'un salon de l'auto seulement aujourd'hui. On parle de la mobilité, on parle des start-up et tout ce qui est voiture autonome, tout ce qui est électronique, tout ce qui est maintenant ce qui arrive, ce renouveau de la voiture. Donc on en a parlé au Mondial. Donc on s'est renouvelé. Maintenant, si vous avez des idées pour 2020, par exemple, je suis preneur. Mais je peux pas entendre dire il faudrait plus le rapetisser parce qu'on fait des kilomètres un salon. Non, mais c'est pas seulement. C'est globalement. D'abord, on peut pas. C'est très difficile de tout voir quand on n'a qu'une journée ou qu'une demi-journée. Et puis, c'est quand même plus agréable d'avoir des stands qui sont peut-être sur le même, pas trop délirant, parce que des fois en termes de place c'est un peu excessif, et puis c'est vrai, c'est plus agréable me semble-t-il d'avoir des stands qui sont plus rapprochés, et ça permet une vue beaucoup plus globale de la proposition automobile. La plupart des exposants ont réduit un peu leur surface. Et je disais, on fait plutôt des stands à vivre, pour prendre l'expression, qu'une exposition de simple voiture. C'est pas un showroom maintenant, un salon d'auto. Cela peut être un showroom. On doit donner une expérience au client qui vient, et on doit respecter quand même un certain nombre de largeur des allées. Parce que quand on reçoit tout le monde qu'on reçoit, si je densifie un peu plus, comme vous avez l'air de le souhaiter, ça poserait des problèmes dans les allées, de sécurité. Et de sécurité d'abord, et puis de confort pour le visiteur. Donc c'est pas aussi simple que ça. Je m'amuse toujours à dire, c'est un professeur de golf qui me l'avait dit, mais moi je me l'applique au salon. Il m'avait dit, tu sais, le golf c'est pas difficile, mais c'est très compliqué. Voilà. Et vous savez, l'organisation d'un salon comme ça, c'est pas difficile non plus, comme ça, en survolant. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais je suis preneur d'idées pour encore s'améliorer en 2020 et en 2019, parce que vous l'avez signé tout à l'heure, on fait Mondial Tech en 2019, en mois d'octobre. Passage ou pas? Vous avez perdu de l'argent sur Mondial Tech, non? C'est pas là où on gagne le plus. Surtout une première édition. C'est une réponse. Merci Jean-Claude Giraud. Surtout une première édition. Oui. Et M. Shapiro, le grand gourou du CS Las Vegas, était là. Il était là à Tomorrow in Motion, il a fait une journée. Donc on voit que, en tout cas, on bouge, et la plupart des orientations que nous avons données a l'air de satisfaire et les exposants, et les visiteurs, et la presse. Sauf quelques critiques sur les kilomètres parcourus, etc. Mais bon, voilà, il en faut. Non, juste une question sur le. On voit qu'aujourd'hui, la question numéro 1, les automobilistes sont complètement paumés au moment de choisir une voiture, diesel, essence, électrique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une idée commune, tous les constructeurs, pour faire vraiment de la pédagogie, pour avoir un stand, je sais pas, dédié justement pour expliquer ce qu'il faut choisir, etc. Ça pourrait être une idée commune, pas que ça soit sur un stand, mais vraiment sur l'ensemble du mondial, pour répondre aux attentes des automobilistes. Vous avez entièrement raison, et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi dans Mondial Mobilité ou Mondial Tech, là, pour montrer aux visiteurs toutes les technologies. Mais en tant qu'organisateur, d'abord, on ne peut pas prendre parti. Et puis alors après, pour avoir un stand commun pour qu'ils expliquent chacun, parce que c'est compliqué. Ils sont tous au mondial, enfin tous, la plupart sont au mondial, mais ils sont quand même concurrents quelque part. Donc certains développent une technique, l'autre une autre technique. Le vivre ensemble s'arrête quelque part. Et là, c'est pas le problème de. Enfin, c'est pas le sujet de l'organisateur, je peux pas leur imposer, mais c'est vrai que on a des visiteurs qui, moi j'entendais les questions, on même les mêmes posées à moi, mais je peux pas répondre ponctuellement. Qu'est-ce que je dois acheter aujourd'hui? C'était la grande question. Ils sont complètement paumés. Parce qu'ils disent, si j'achète un diesel, je vais plus pouvoir rentrer dans Paris en 2024, c'est demain. Si j'achète l'électrique, je vais pas assez de bornes. Pour 2019. Ça fait partie des inquiétudes. Donc là aussi, il faudrait éclaircir un peu la situation. Et là encore, ne pas prendre de position abrupte, parce que quelqu'un qui a acheté une voiture diesel, même au salon, parce qu'il y en a qui ont acheté des voitures diesel encore, en 2024, il l'aura encore, parce qu'en général, la durée de vie et la durée d'un parc est plus longue. Donc, qu'est-ce qu'il fera de sa voiture? Qu'est-ce qu'on fait? Ça pose des problèmes de revente, de valeur de revente, etc. Donc, environnement, encore une fois, on est tous d'accord, mais attention aux dates, aux échéances, etc., parce que ça peut poser des problèmes. J'ai entendu dernièrement à un congrès de transporteurs routiers, un professeur émérite qui connaît bien le monde de la mobilité, et qui nous a dit: j'ai fait un acte citoyen parce que je viens d'acheter une
une voiture diesel, parce qu'effectivement, les voitures diesel d'aujourd'hui sont quand même propres. Et c'est des particules. C'est une technique qui est éprouvée. Et puis voilà, donc chacun encore a sa sensibilité. Lui a cette sensibilité-là. Il a acheté donc une voiture diesel. Il n'est pas le seul, parce qu'il y a encore beaucoup d'achats. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui ? Ça dépend. D'abord, il faut quand même regarder ouvrir le mondial, par exemple, aux véhicules d'occasion. Alors, ça a été le cas il y a quelques années. J'ai essayé en 2016. Ouais. Est-ce qu'il faudrait, parce que c'est 5,5 millions de voitures par an. J'avais proposé. C'était pas bon. Vous avez proposé en 2016. Vous savez que j'étais arrivé 4 mois avant. Oui. Mais malgré tout, j'avais essayé d'ouvrir quand même un véhicule d'occasion, parce que comme vous le dites, c'est quand même 5 millions de voitures par an. Et puis là, on voit bien, des gens maintenant achètent des véhicules. Et c'est bien d'acheter des véhicules d'occasion plus récentes qui enlèvent les plus vieilles voitures, donc les plus polluantes. Donc ça, c'est une bonne initiative. Mais c'est difficile à organiser là aussi, parce qu'il faut de la place. Et puis les constructeurs me disent, ça va favoriser notre réseau qui est plutôt parisien que provincial, etc. Donc comment bien l'organiser ? Là aussi, c'est compliqué. Mais le mondial est en train de redevenir un salon, une activité où l'on passe commande, où l'on vient acheter des voitures. Parce que ça ce fut le cas jusque dans les années 70, 80. Et puis depuis, on disait non, les gens viennent voir la voiture et ils vont aller. Non, je peux vous dire. Ça redevient ou ça a toujours été le cas ? Vous avez des chiffres là-dessus d'ailleurs, sur les prises de commande quelques chiffres qui ont été officialisés d'ailleurs par les constructeurs. Renault, une commande toutes les 5 minutes, en moyenne. C'est quand même beaucoup. Et j'ai des constructeurs qui ne m'ont pas autorisé à le dire, mais j'étais encore avec un constructeur coréen aujourd'hui qui m'a dit effectivement on a dépassé les commandes, et par rapport à nos taux de commande dans nos concessions, en 11 jours on a fait vraiment un coup de cœur. On verra dans les immatriculations après, mais en tout cas il se passe beaucoup de commandes sur place. Donc, et les motos aussi, parce que les motos, je leur avais effectivement dit qu'on ferait le mondial de la moto en même temps que l'auto, mais ils pourront prendre des commandes. Donc certains n'ont pas souhaité prendre des commandes, ils prennent simplement des contacts et après ils l'envoient sur leur réseau, effectivement. Donc c'est une stratégie commerciale qui est la leur. D'autres ont pris des commandes, et des commandes d'un nombre important. Alors est-ce que c'est des reports, comme vous le dites? Je ne sais pas, on verra ça dans les immatriculations, mais c'est des salons où l'on vend quand même. Je reprends Renault. Il y a 2 ans, Renault, parce qu'ils avaient aussi autorisé à le dire, ils l'ont dit dans la presse, c'était une commande toutes les 6 minutes. Ouais. Là, ils ont fait une commande toutes les 5 minutes. Qu'est-ce que vous nous préparez pour 2020? Parce que ça va arriver très vite. Hein. Oui, alors déjà, même architecture. Je pense. Je vous dis, début décembre, je fais des débriefs avec les exposants, puis après on fera du face-to-face avec chacun des marques. Je pense que globalement, on va reconduire. C'est pas un engagement de ma part aujourd'hui, mais je pense que la moto, l'auto, on le fera ensemble. Mondial Tech, on le fera aussi, mais c'est un peu sous une forme différente. Parce que. Laquelle ? Dans les premières réflexions qu'on se fait, c'est-à-dire qu'on a fait un événement B2B. Donc vraiment professionnel, réservé aux professionnels dans le 7.3, qui est merveilleux comme endroit. Le hall 7.3. Le hall 7.3. Parce que les gens vont essayer de chercher le département. Non, dans le hall 7.3 de la porte de Versailles. Donc ceux qui y étaient, ils disent c'est super parce qu'on a vraiment travaillé, on a rencontré des professionnels, on a vraiment travaillé. Mais je pense que vu la qualité de ce qu'on y a fait, entre parenthèses, on a fait 127 conférences pendant les 5 jours de Mondial Tech. Sur les 8 sujets. Ça fait causer, la tech. Et oui, ça fait causer. Mais je pense qu'on pourrait ouvrir, c'est-à-dire on va aller plus en plus, à mon avis, et c'est pas une position encore définitive, mais on va plus aller vers du B2B2C. Parce qu'il y a certaines conférences qui vont intéresser les jeunes, justement, qui sont intéressés à une nouvelle technologie, une nouvelle technique, et certaines conférences qui ont été prononcées par des experts de haut niveau pendant 5 jours, je pense que là, on devra l'ouvrir un peu plus. Toujours en partenariat avec le CES de Las Vegas. Je vais rencontrer Gary au mois de janvier, on va en reparler, parce que je ne l'ai pas eu depuis la fin du salon, donc je voulais savoir ce qu'il en a retiré. Oui. Et s'il en a retiré. Quel type de partenariat que vous avez noué pour ce dernier salon? C'est un partenariat, je dirais. Il est venu, il a eu un gros succès, on l'a vu. Il a eu un grand succès. Attendez, qu'est-ce que c'est un partenariat de Mahom? Non, on s'était rencontrés, on s'est dit, t'es le plus grand salon électrique du monde, t'attires la mobilité. Nous, on est le plus grand salon automobile du monde et on veut attirer l'électronique. On n'est pas concurrents.
parce que c'est pas la même époque, on n'est pas sur le même continent, donc c'est pas comme mes collègues de Détroit qui sont vraiment un peu en concurrence avec lui. C'est pour ça qu'ils dépassent leur date en 2020. Mais on n'est pas en concurrence, donc on a fait cette expérience pour voir s'il y avait du sens qu'il vienne à Paris, qu'il présente son CES Inveld à Paris. Moi, je trouve que c'est. Mais vous serez présent à Vegas ou pas, d'une certaine façon? On va à Vegas, mais s'il n'y a pas d'intérêt qu'on ait un stand ou donc on y va, bien sûr. Donc c'est que de son côté. Il y a vous de votre côté, vous n'êtes pas accueilli aux États-Unis sur son salon ou... Ce qui est à moi est à moi et ce qui est à l'autre ne touche pas. Non. Mais c'était une première expérience avec lui et je voudrais savoir ce qu'il en a retiré. Nous on en a retiré, c'est vrai, ça a renforcé un peu notre Mondial Tech parce qu'on avait quelqu'un de la tech justement et de l'électronique qui avait l'habitude de faire ça et de venir plutôt qu'il fasse ça dans un autre lieu de Paris, parce qu'il faisait tous les ans à Paris, il venait tous les ans à Paris. Hein. Donc on lui a dit, viens chez nous, parce que c'est logique que tu viennes au Mondial Auto, c'est la même période qu'il voulait. Maintenant, après, il faut qu'on regarde les détails, voir si on va plus loin, si on arrête. Vous avez envie? Voilà. Moi, j'ai envie de continuer, oui, avec lui, oui, bien sûr, avec le CES. Donc on aura des voitures autonomes en 2020, non? Au Mondial? Oui, ben là, on en a beaucoup parlé. Je pense qu'on en parlera, mais en dehors des navettes et des bus autonomes qui peuvent venir très vite, la voiture autonome, pour vous, pour moi... Même à essayer au Mondial 2020, ça sera un peu juste. Je pense pas l'avoir quand même demain, parce qu'il y a quand même d'autres problèmes. Et là, ça serait un sujet, d'ailleurs, qui a été débattu et qui a fait l'objet de plusieurs conférences pendant le Mondial. Mais c'est pas demain qu'on pourra avoir chacun notre voiture autonome dans les rues de Paris ou ailleurs. C'est pas une question de localisation de ville, mais c'est une question. Deux petites questions pour conclure. Villepinte s'est définitivement enterré, si j'ose dire. C'est-à-dire, vous restez porte de Versailles. Non, jamais fait à Villepinte. Oui, non, mais vous restez porte de Versailles. Il y avait des bruits. Je rappelle qu'on a fait 3 ans, enfin qu'on a fait. Mes ancêtres ont fait 3 ans aux Tuileries, parce qu'ils ont créé, c'est l'Automobile Club de France qui a créé le salon de l'auto, aux Tuileries pendant 3 ans. Après, de 1901 le Grand Palais, à 1961, magnifique, le Grand Palais, pendant 60 ans. Il y a moins de place. Et depuis 62, on a porte de Versailles. On n'a jamais été à Villepinte, il est hors de question qu'on aille à Villepinte. D'ailleurs, Mondial Tech, dans le cadre d'Équipe Auto l'année prochaine, sera à porte de Versailles, parce que depuis l'année dernière, Équipe Auto est revenu aussi à porte de Versailles. Voilà. Et magnifique endroit. Alors déjà qui va rester en travaux, qui va être fermé pendant 4 ans, le Grand Palais, mais qui serait beaucoup trop petit pour le salon d'aujourd'hui. Les salons et les événements que nous avons organisés. Ça serait très dense. Les bureaux sont à côté, mais c'est pas une raison. Et moi, ça me rappelle des souvenirs parce que mon père m'y emmenait. Alors, dernière question posée par l'un de mes petits-enfants. Il est commissaire du Mondial qui a lieu tous les 2 ans, Jean-Claude Giraud. Qu'est-ce qu'il fait pendant 2 ans? Rien. Oui, voilà. Je vais donc leur dire ce soir. Tout à fait, absolument rien. C'est compliqué. C'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont pas du tout dans l'automobile qui m'ont dit ça. T'as un boulot fantastique parce que un salon tous les 2 ans. Alors ce qui est pas vrai parce que l'année dernière on a organisé aussi le salon du vélo. Avant la moto était une année impaire, donc là c'est un salon. Il vous reste la trottinette, les rollers. Mais beaucoup de mes camarades qui sont pas du tout dans le secteur des salons événementiels me disent ça. Ils me disent donc tu travailles 3 mois tous les 2 ans. C'est pas tout à fait le cas parce que je vous dis, on commence déjà à travailler sur Mondial Tech déjà pour l'année prochaine et Mondial 2020. On rappelle une équipe de combien de personnes? On est monté à 18. 18 personnes en permanence. Merci Jean-Claude Giraud. Je vous remercie d'avoir participé à ce Face à la Presse. Merci.